mec qui s'appelle Xavier Damalmaison. C'est un bon caché, les spirales Dans les serpents. Non, Dans dans le fond des des aquariums à Saint-Caron. C'est grave, je monte pas dedans. Ouais. C'est avec beaucoup de joie que la médiathèque Valais de Saint-Maurice accueille aujourd'hui pour vous, cher public, à qui je souhaite la bienvenue, Fanny Wobman. Et je vous remercie, Fanny Wobman, puisque vous avez accepté de venir ce soir à notre rencontre. Un livre s'ouvre, une page se tourne. Chapitre 1. Votre naissance à la Chaux-de-Fonds en 1984. Chapitre 2. Votre enfance entre le Rwanda, Madagascar et les forêts du Jura neuchâtelois. Chapitre 3. Des études de sociologie et de muséologie à l'université de Neuchâtel. Chapitre 4. La scène. Formé au théâtre populaire roman à la Chaux-de-Fonds et à l'école Serge Martin à Genève, vous travaillez plusieurs années avec Robert Sando en tant qu'assistante de mise en scène. Et puis, le rideau se ferme. Un nouveau chapitre s'ouvre, projet de théâtre, d'écriture et de performance au sein du collectif Ajar, de la compagnie Princesse Léopold et de la ZAC, studio d'écriture collective. Aujourd'hui, ancrée à Neuchâtel où elle demeure, Fanny Wobman partage donc sa vie entre le geste et la lettre et mène aussi un travail d'écriture personnelle couronné tour à tour par de nombreux prix et bourses, dont une bourse de la Fondation Pro Helvetia en 2014, le prix Terra Nova 2017 de la Fondation Schiller, le prix d'honneur 2016 de la Fondation Gottfried Keller et une bourse culturelle de la Fondation Lennartz 2019. Tumulte et silence de l'âme et du corps. Un mot, un mouvement, une phrase, la gestuelle et le texte s'animent. C'est alors toute la vie qui s'esquisse et dit ses douleurs, ses beautés et la reconquête de soi au cœur de l'instant, au cœur du monde, le long d'un chemin. L'atmosphère n'était pas sinistre. Tout autour d'eux était toujours aussi beau. Il y avait des rivières sauvages et des étendues infinies qui coupaient le souffle et donnaient envie d'être humble. Ils n'avaient jamais été aussi proches d'une forme de pureté originelle, de nature brute et intense. 2003, vous avez 18 ans, vous participez au prix international Jeunes auteurs et vous remportez la palme. Votre texte, Lettres au blanc, est lauréat. Je choisis pourtant, pour commencer, le texte proposé l'année suivante dans le cadre du même concours PIJA et ça donne ceci. Vertige bleuté d'aube innocente, l'eau entre par la fenêtre mais ne la mouille pas. La terre est loin où elle ne se perd pas. Le soir s'anime, gloire frémissante. Soulagée sans doute d'une trop grosse goutte de ciel, elle parcourt l'altitude d'un souvenir charmeur, d'une mémoire victime, d'un oubli tricheur, et les montagnes voltigent, s'accrochent aux nuages, puis s'immobilisent. Elle rit. Si les couleurs sont justes, frise l'irréalité, elle devine l'insouciance, vole la fatalité, la vérité s'emporte, perd sa nécessité, feuille tranquille, vers inégaux, elle pleure. Elle sait le nom du temps, tout ricoche, les odeurs, la vitesse et le vent. Sous ses cils irréguliers, la lumière se détache et le lac la rend vieille. Requiem pour bleu roi, elle joue. Cerf-volant, ordinaire d'une journée sans pluie, une embellie trop sombre, un sursaut d'empathie, seule la nuit se prélasse, se rassure ses feuilles, elle rit. Elle rit, elle pleure, elle joue, elle vit. On peut imaginer que elle, c'est vous, Fanny Wobman. Si je vous demande de vous présenter, de vous définir, que dites-vous? En quelques mots, qui êtes-vous donc? Waouh, ça c'est une question. Je pense que partir des mots pour me présenter, c'est une bonne idée. C'est un bon point de départ parce que j'ai toujours été très sensible aux mots. Et c'est vrai que les mots, c'est à la fois mon outil de travail,
mais aussi quelque chose qui m'habite à tous les niveaux, je dirais. Après, c'est vrai que j'ai aussi les mots ne me suffisent pas. J'ai aussi ce rapport au corps qui est très important. C'est pour ça que j'aime être sur scène, que j'aime faire du théâtre, mais que j'ai aussi besoin de me sentir vivante à travers mon corps et aussi d'aborder la thématique du corps dans mes écrits, dans mes pièces de théâtre. Donc je crois que c'est un mélange entre ces deux aspects. Et je crois que je me définis comme une artiste parce que maintenant et de plus en plus, ma pratique est multiple puisque j'écris, mais justement, je suis aussi sur scène et puis les frontières entre les disciplines deviennent de plus en plus floues et ça me plaît beaucoup. C'est quelque chose que j'ai envie de creuser encore. Et puis, artiste, c'est mon métier, mais je crois que c'est aussi quelque chose qui m'habite au quotidien. Ça déborde sur ma vie personnelle et vice-versa, ce qui est parfois bien et parfois riche, mais aussi parfois envahissant et fatigant. Pour vous dire, aujourd'hui et hier, j'ai passé toute ma journée à rassembler les documents qu'il me fallait pour m'inscrire au chômage. Et c'est ça aussi, être artiste. Voilà. Alors, écrire, danser, jouer, voyager, comment cela est-il venu? Comment est né, par exemple, le désir d'écrire? Et puis, mettre au monde un texte ou l'incarner par le jeu, c'est certes toujours une création, mais tout de même assez différent. Alors, comment vous situez-vous par rapport à cela? Alors, l'envie d'écrire, c'est difficile pour moi de savoir d'où elle est venue parce qu'elle est là depuis longtemps. En fait, j'ai toujours eu envie d'écrire, vraiment depuis toute petite. Même enfant, je dictais même avant de savoir écrire, je dictais des histoires à ma maman pour qu'elle les écrive pour moi. Donc, l'envie de raconter des histoires, elle est vraiment là depuis toujours. Et vraiment, je ne sais pas d'où ça vient. Je crois que j'ai toujours aimé lire. Ma mère, surtout, m'a toujours lu, mon père aussi, mais ma mère a toujours aimé lire aussi. Et je pense qu'elle m'a transmis cet amour des livres et aussi cet amour pour la création, parce qu'elle peint, elle dessine beaucoup. Et voilà, ça m'a fascinée depuis toute petite et je sais que à 6 ans, je voulais être écrivaine. Et un peu plus tard, sociologue aussi. Je ne sais pas d'où ça m'est sorti, mais j'avais envie de comprendre le monde dans lequel on vit. Puis par rapport à votre deuxième question, non, c'est vraiment pas du tout le même exercice d'écrire et de jouer sur scène. Il y a quelque chose de plus évident pour moi dans l'acte d'écriture, même si évidemment ça demande beaucoup de travail. Mais c'est quelque chose qui me vient plus naturellement. Peut-être parce que justement j'ai ce rapport peut-être plus intellectuel parfois à la littérature, aux mots. Et jouer sur une scène, c'est beaucoup plus demandant pour moi. Mais c'est justement ce que j'aime, je crois, c'est que ça me sort de ma zone de confort. Et j'ai besoin, je crois, de ce petit frisson que ça procure. Mais je me sens aussi beaucoup moins légitime en tant que comédienne qu'en tant qu'autrice. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais j'ai encore l'impression de devoir beaucoup apprendre. Évidemment, en tant qu'autrice aussi, on apprend toujours, mais j'ai beaucoup plus confiance en moi dans l'acte d'écriture que dans l'acte du jeu. Alors, 2003, vous êtes, nous l'avons dit, lauréate du concours PIJA. 2013, vous publiez votre premier roman, dont nous parlerons tout à l'heure.
Entre ces deux dates, il y a 2012, l'année où se crée l'Association de jeunes auteurs romans et romandes, l'AJAR, dont vous faites partie et dont l'ambition est d'explorer les possibilités de la création littéraire en groupe. L'AJAR publie en 2016 aux éditions Flammarion « Vivre près des tilleuls », journal intime de l'écrivaine Esther Montandon, dans lequel elle évoque la mort prématurée de sa fille Louise à l'âge de 3 ans. Cela a eu lieu un soir d'été, à la campagne. Nous nous étions donné rendez-vous pour écrire un roman en une nuit. L'idée nous amusait, nous effrayait. Une auteure allait prendre vie sous nos yeux. Nous avons établi une liste de thèmes que nous nous sommes répartis pour rédiger une première série de courts chapitres. L'atmosphère avait changé, nos ordinateurs ouverts devant nous, un silence s'est installé, concentré, ému, que nous n'avions pas prévu. Nous étions là, dans cette nuit de grillons et de rhum, et nous étions tranquilles. Esther n'allait pas tarder à arriver. Les activités de l'AJAR se situent sur scène, sur l'écran ou le papier. Mais quand il s'agit d'écriture, l'expérience me semble singulière. Elle laisse un roman qui n'est quand même pas tout à fait de chacun. Alors comment vous situez-vous par rapport à ce texte que vous avez en main et finalement qui est, enfin, dont vous ne pouvez pas revendiquer la maternité? Non, c'est vrai, et c'était tout le but, en fait, de ce qu'on a développé avec l'AJAR. Après, il faut dire que l'AJAR, donc, on l'a créé en 2012, et c'est un collectif qui existe toujours. Moi, j'en fais plus partie, mais il existe toujours. Et on a fait vraiment énormément de projets différents. Donc, la méthodologie d'écriture collective a été différente selon les projets. Pour ce livre dont vous parlez, ça a été vraiment... Alors, il y a eu évidemment plusieurs phases parce qu'à la base, c'était tout d'abord on a répondu à un appel à projet pour un festival au Québec. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire parce que ça serait trop long et trop compliqué parce qu'il y a une histoire de canular. Enfin, voilà. Je vous laisserai découvrir tout ça si vous voulez dans la préface ou la postface du livre, je ne sais plus. Mais tout ça pour dire qu'il y avait déjà eu tout un travail en amont pour construire ce personnage d'écrivaine, d'Esther Montandon, et pour lui construire une vie, donc une biographie, une bibliographie, une œuvre, vraiment une histoire personnelle, même une présence sur Internet. Donc on avait créé en fait ce personnage déjà, et on a décidé d'écrire ce livre qu'elle aurait écrit. Et là, donc on s'est réparti le travail. En fait, il y a eu tout d'abord un groupe qui a lancé un petit peu les premières idées, qui a défini de quoi allait parler le livre, à peu près l'agencement de l'histoire, et puis qui a défini des chapitres. Et puis ensuite, les différents membres de l'AJAR qui ont voulu participer à ce projet à ce moment-là ont écrit chacun de leur côté des chapitres qui ensuite ont été récoltés par un autre groupe de travail qui a retravaillé tout ça pour essayer de faire quelque chose de cohérent. Il y avait des groupes de travail pour différentes choses. Par exemple, un groupe de travail qui devait s'occuper surtout du style, puisque dans ce cas-là, on voulait un style uniforme, une unité vraiment de style, comme si c'était justement une seule personne qui l'avait écrite. Parfois, dans d'autres projets, ça arrivait qu'on aime qu'il y ait plusieurs styles et qu'on joue avec ça. Mais donc, c'est vraiment toute une succession comme ça de passages sur un texte qui se retravaille et qui est tellement en fait modelé par différentes mains qu'à la fin, on ne sait plus ce qu'on a écrit. C'est vraiment ça l'idée. Et c'était vraiment très important pour nous. Ça faisait partie du projet de pouvoir mettre de côté en fait l'ego, l'individualité de l'écrivain et de l'écrivaine qui est complètement gommé dans ce cas-là. Et vraiment, le geste d'écriture n'appartient plus qu'au groupe.
au début un petit peu bizarre, un petit peu effrayant, mais au final extrêmement formateur. Moi, j'ai énormément appris au contact des autres, mais aussi justement dans cet exercice collectif. Et c'est parfaitement réussi parce qu'on ne retrouve pas les... Alors, je vous donne un extrait. Louise voulait une poupée noire. Effarée par cette lubie, Jacques lui a présenté Nadine, un joli brin de fille aux cheveux blonds, aux pommettes roses et aux yeux bleus acier. Louise ne lui a accordé qu'un regard méprisant. Elle voulait une poupée noire. Le soir, avant de s'endormir, Louise racontait d'un ton professoral des histoires à sa poupée. Jacques et moi l'épions depuis l'embrasure de la porte. Elle brodait autour des péripéties de Chagrin le chat ou de Panache l'écureuil. Elle réinventait l'Afrique, la brousse, les lions affamés, les récits du Rwanda de mon enfance. Elle s'endormait dans un souffle, ses bras potelés en serrant la poitrine d'Alice. C'est un extrait donc tiré de Vivre près des tilleuls et je l'ai choisi parce qu'il m'offre la transition vers votre dernier roman publié en 2024 chez Kidam Éditeur, Les arbres quand ils tombent. Printemps, été, hiver, printemps. 4 saisons pour écrire ce récit poétique qui revisite votre enfance au Rwanda, à Madagascar surtout. J'ai 8 ans. Quand nous quittons la Suisse pour Madagascar, Juliette en a 4, Chloé 2. Mes parents ont vécu 2 ans au Sénégal avant ma naissance et 2 ans au Rwanda quand j'étais bébé. Mon père travaille pour la DDC, Direction du développement et de la coopération. Il effectue des mandats dans la gestion des forêts. Alors, vous dévoilez dans ce texte, Fanny Wobman, un peu de votre histoire et celle de votre famille. Pourquoi ce récit-là à ce moment-là de votre vie en 2024? Et puis, est-ce que l'écrivain cherche à défendre plus singulièrement un récit qui le présente? Est-ce qu'on défend plus fortement un récit qui livre en fait quelque chose de nous et des autres? Je pense que vos 2 questions sont liées. Pourquoi ce texte à ce moment-là de ma vie? Alors, c'est toujours difficile de répondre parce que moi, je vois vraiment un parcours d'écriture comme un chemin qu'on suit, sur lequel on sème des livres, mais finalement, tous sont reliés et il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Et c'est un travail qui continue, en fait. Pour moi, un livre, c'est un objet fini, parce qu'à un moment donné, il faut mettre un point final, parce que ça va devenir un objet papier, mais le processus d'écriture, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui pourrait être infini, ou en tout cas durer toute la vie. Donc, je ne sais pas exactement pourquoi maintenant j'ai eu besoin de semer ce livre-là, mais je peux peut-être vous lire si vous êtes d'accord, parce que je crois que je l'ai avec moi, et j'ai en fait très récemment découvert, je suis en train de lire un livre, c'est un dialogue en fait entre 2 auteurs, et il y a un passage qui, je trouve, répond très bien à cette question. En fait, en le lisant, je me suis dit « Waouh, c'est exactement ça !» Donc ce livre s'appelle « Littérature et révolution ». Et c'est Joseph Andras et Kautar Archi qui dialoguent sur la question de savoir comment on peut être engagé avec la littérature, engagé politiquement, se positionner et peut-être faire changer les choses. Et ils échangent notamment sur la question d'écrire des romans ou d'écrire de la non-fiction, des autobiographies. Et puis, moi, ça m'a parlé parce que justement, ce livre-là, c'est la première fois que j'ai écrit une autobiographie, en tout cas que je le revendique de cette manière-là. Et Kautar Archi dit, parce qu'elle, en fait, elle a longtemps écrit des romans et elle s'est mise à écrire des autobiographies assez récemment. Et elle dit, « J'ai écrit quelque chose qui relevait de la forme romanesque. J'ai masqué, j'ai dit à demi-mot, j'ai enfoui, j'ai crypté ce que j'aurais aimé dire avec clarté. C'est un processus intéressant à considérer.
Pourquoi voulons-nous dire une chose, puis avons-nous fini, non pas par en dire une autre, mais par dire autrement, par dire par truchement, par dire indirectement? Il me semble que c'est lié aux socialisations qui nous forment et nous forgent, des socialisations de genre, de race, de classe, qui poussent tendanciellement les femmes, les pauvres, les racisés, à y réfléchir à 2 fois avant de prendre la parole. Et quand cette parole enfin est prise, c'est une parole qui se pare de politesse, qui veille à ne pas trop déranger. À mes yeux, la forme romanesque est une forme morte, car c'est une forme de parole silencieuse. Il a fallu que je me confronte à la forme autobiographique pour éprouver le sentiment d'un texte droit, moins enjolivé, plus transparent, plus à fleur de peau, qui laisse voir la peau. Un texte vrai. Alors voilà, on peut être d'accord ou non avec elle sur cette question de ce qu'est un roman. Elle a un point de vue très tranché dessus. Mais je crois que pour moi, c'était un peu ça, ce livre. Je pense que c'était un moment où j'avais envie de me positionner. J'avais besoin d'écrire quelque chose qui soit ouvertement engagé. Et la forme autobiographique m'a semblé la meilleure pour le faire. Et ça a été compliqué parce que justement, en fait, la fiction, on peut se cacher derrière la fiction. Ou en tout cas, faire semblant que c'est pas nous, faire semblant que c'est pas notre famille. Alors que quand on revendique le fait que c'est une autobiographie, ça met potentiellement en danger, entre guillemets, nous-mêmes et tous les gens qui sont concernés par le récit. Ça a été le cas notamment de certains membres de ma famille qui n'ont pas vécu très bien le fait que leur vie ou une partie de leur vie soit racontée dans ce texte. Mais je pense que pour moi, c'était une façon de dire « voilà ma voix, j'ai besoin de la faire entendre maintenant », comme ça. Alors vous écrivez « J'imprime et relis l'ensemble de mon texte. Je réécris plusieurs passages. J'en coupe certains. Il manque des scènes malgaches. Les souvenirs sont trop peu nombreux. Je prends mon carnet, mon porte-mine et je creuse ma mémoire. Je note les images, les sons, les odeurs qui me reviennent sans me censurer, sans les rejeter parce que je n'en ai pas une vision précise ou parce que ce ne sont que des bribes, des morceaux sans lien les uns avec les autres. Je découvre que les souvenirs en amènent d'autres. J'ai ouvert une nouvelle porte et je suis étonnée de la profondeur de la brèche qu'elle dévoile. » Dans Rosebud, éclat de biographie, c'est Assouline qui disait, ça m'a fait beaucoup penser à ce que vous avez lu, « Vient un jour où les preuves fatiguent la vérité. Le biographe se surprend alors à tenir l'exactitude à distance, non qu'il méprise le document, il entend au contraire lui faire rendre l'âme. » Et c'est exactement ce qui est dit là. Tout à fait. Je ne sais pas si c'est indiscret, mais vous avez évoqué effectivement les problèmes avec votre maman et votre sœur. Et finalement, comment elles ont accueilli l'ouvrage quand il est sorti? Ma maman bien, finalement. Mais parce que ça, je le raconte dans le livre, en tout cas, je raconte une partie. C'est vrai j'avais convenu avec mes parents et mes sœurs que je leur ferais lire le manuscrit avant de le publier. Et quand je l'ai fait lire à ma mère, ça a été vraiment compliqué pour elle. Alors que, franchement, je crois que les gens qui lisent ce livre ont de ma mère une image plutôt positive. Mais en fait, je crois que c'était plus le fait de simplement de voir une partie de sa vie écrite comme ça, noir sur blanc, d'une manière qui n'est pas celle qu'on aurait forcément choisie. Ça, juste, en fait, ce fait-là était très perturbant pour ma maman, même au-delà de ce que je racontais d'elle, en fait. Et du coup, ça a généré des grandes discussions. Alors, il y avait des choses qui étaient compliquées pour elle, que j'étais tout à fait d'accord de changer, parce que c'était des faits de sa vie que j'avais mal retranscrits tout simplement par méconnaissance. Donc j'étais tout à fait contente de les corriger. Par contre, je lui ai aussi assez vite dit que j'allais pas enlever
l'enlever complètement ou enlever son personnage, puisque c'est ça que ça devient malgré tout, de mon livre, que c'était mon travail, que c'était mon projet et qu'elle allait devoir vivre avec ça. Et elle a dit oui, je sais, c'est OK. Et puis ça a fait son chemin. Et finalement, quand le livre est sorti, elle l'a bien vécu. Elle m'avait dit avant qu'il sorte, je ne viendrai jamais à aucune de tes rencontres, à aucune de tes lectures. Et en fait, elle est venue et ça allait très bien. Par contre, ma sœur, c'est plus compliqué, mais parce qu'il y a eu d'autres choses, en fait. Il y a eu vraiment un événement qui la concerne en particulier, qui prenait une très grande place dans le livre, dans une première version, et qu'en fait, elle a voulu que j'enlève complètement, parce qu'elle n'était pas prête à le dévoiler, pas prête à l'assumer comme ça. Donc moi, ça m'a demandé beaucoup de travail, ça m'a demandé de repenser complètement la structure entière du livre, en fait. Et je crois qu'elle m'en a voulu elle s'est sentie un peu utilisée, je crois. Et maintenant, elle m'en veut plus, mais je crois qu'elle a toujours pas lu le livre. Je crois que ça reste compliqué et douloureux, et j'ai l'impression que c'est vraiment personnel tant qu'elle n'aura pas fait le chemin nécessaire avec sa propre histoire pour que ça soit serein de son côté. Elle ne pourra pas en parler et surtout pas accepter que moi, j'en parle. Alors, écrire ses souvenirs, se réapproprier le passé, l'entreprise n'est pas aisée pour vous qui confiez. J'essaie de poursuivre la retranscription de mes souvenirs de Madagascar, de dérouler l'écriture par ce chemin-là, mais c'est comme si je les avais déjà épuisés. J'ai une mauvaise mémoire et pour le moment, il n'est pas question d'inventer. Les personnes qui écrivent des autobiographies sans trous nous mentent. Il est impossible de conserver des souvenirs aussi précis, aussi intacts. On l'accepte, c'est plus palpitant, mais parfois je me sens trahie. Et vous ajoutez, j'ai parfois l'impression que la mémoire est une forêt ensevelie sous la neige, le seul lieu où il est possible d'entendre pour de vrai le silence. Et ça m'a fait étrangement penser à ce qu'écrit Patrick Modiano dans un très très bel extrait tiré de La Danseuse. Ainsi, depuis quelques jours, me revenaient par bribes les images d'une période très lointaine de ma vie. Jusque-là, elles étaient recouvertes par une couche de glace. J'avais quand même par instant le vague pressentiment que cela ne durerait pas. Il était fatal qu'un jour ou l'autre, la glace fonde et que ces images réapparaissent comme remontent les noyés à la surface de la Seine. Et pourquoi cela se faisait-il aujourd'hui dans une ville qui avait à ce point changé qu'elle ne m'évoquait plus aucun souvenir? Alors, comment s'est déroulé le processus de travail d'écriture? En fait, ce processus, je le raconte justement dans le livre, puisque j'explique en fait comment, au fur et à mesure que je le construis, comment le livre se construit. La plongée dans mes souvenirs, elle a été un peu bizarre parce que j'ai tenté de m'y plonger de manière un peu sans appui, sans m'accrocher à rien. Et je me suis assez vite rendu compte que j'avais assez peu de souvenirs et que du coup, ça allait peut-être potentiellement être embêtant pour les raconter. Et j'avais l'impression que ces souvenirs, c'était même pas vraiment les miens, dans le sens que j'arrivais pas à les départager, ou en tout cas à les extraire des photographies dont j'avais l'impression qu'ils étaient issus ou des récits d'autres personnes de ma famille. J'arrivais pas à démêler en fait ce qui m'appartenait vraiment, ce qui était des vrais souvenirs et ce qui n'en était pas. Et ça m'a obligée très vite à me poser la question de justement, c'est quoi un vrai souvenir? C'est quoi la mémoire? Au fond, c'est quoi la vérité d'un récit? Puisque je suis partie dans ce projet avec une très grande volonté de sincérité. Ça me paraissait être la seule manière de raconter cette histoire. Et j'ai assez vite dû me rendre à l'évidence. Cette quête de vérité, elle était au fond impossible.
je pouvais être le plus proche de ce que je ressentais et le raconter, mais en ce qui concernait les souvenirs, j'étais obligée à un moment donné d'accepter leur subjectivité et soit de les retranscrire de la manière très pauvre avec laquelle il me restait en mémoire, ou de les enjoliver un peu, ou en tout cas de les assumer. Et ça a été... Mais ça a pris du temps. Ça a été vraiment un processus. J'ai dû passer par toute cette phase où je creusais vraiment ma mémoire pour essayer de faire revenir les choses. Et le constat qu'il y avait assez peu de choses qui revenaient. Et après, bien sûr, je me suis aussi fait aider par mes parents, mais je ne voulais pas que ce soit leur histoire, je voulais que ce soit la mienne, je voulais que ça vienne de moi. Donc, je ne voulais pas non plus qu'ils me racontent tout ce dont ils se souvenaient eux. J'ai regardé des photos, j'ai aussi retrouvé des anciennes lettres que ma mère avait écrites à ma grand-mère, dont je parle aussi dans le livre. Mais finalement, c'était Au final, je me suis rendu compte que la véracité des souvenirs, c'était pas ce qui était important dans ce récit-là. Que justement, ce qui était plus important, c'était la recherche. C'était ce parcours que moi, je faisais pour revenir sur ces années-là et le regard que je pouvais porter sur ces années-là en tant qu'adulte par rapport à celui que j'avais porté en tant qu'enfant. Vous êtes repartie, hein? Oui. Avant d'écrire le... Oui. Oui. J'ai fait un séjour à Madagascar quand j'avais 25 ans environ, pour des vacances. Mais je suis retournée sur les lieux où j'avais vécu, j'ai retrouvé les gens. Mais je pense que, en fait, à ce moment-là, j'étais pas du tout dans le même état d'esprit que je serais si j'y retournais maintenant. Parce que justement, avec ce livre, j'ai commencé à... Enfin, pas avec ce livre, mais disons, en vieillissant, j'ai commencé à me poser des questions beaucoup plus profondes sur ce qu'avait été pour moi cette expérience, mais aussi sur ce qu'elle signifiait beaucoup plus largement et politiquement. Puisque, donc, pour situer mon père travaillait pour la coopération suisse et donc il enseignait les métiers de la forêt dans des pays d'Afrique. Et donc on vivait d'une manière extrêmement privilégiée dans une grande maison blanche avec des domestiques au milieu de ce pays extrêmement pauvre. Et évidemment, ça pose énormément de questions éthiques. Et c'était ça aussi que je voulais surtout questionner. Et c'était cette boîte-là que je voulais ouvrir, et pas seulement la boîte de mes souvenirs. Je voulais porter un regard qu'au fil des années, j'avais pu construire grâce à mes études, ou juste aussi le temps qui passe. Porter un regard critique et politique sur cette expérience. Alors, avant que vous nous lisiez un extrait, j'aimerais juste revenir sur le titre. Votre récit s'impose et s'élabore tout à la fois à l'ombre des grands arbres du Jura ou de celle des baobabs malgaches. Vous écrivez « Le sol était boueux, des couches de terre s'accumulaient sous mes baskets et défiaient mon équilibre. Je regardais les arbres encore nus et il m'a paru soudain évident que c'était par là que je voulais commencer, par ce lien avec les hêtres, les frênes, les érables, les sapins, les noisetiers, par les pâturages boisés, les gentianes et les gratte-culs, par les baobabs, les palmiers et les caméléons, par l'érosion des collines, les lavacas, par la couleur de la boue. » Une confidence inspire le titre de votre roman.
Je pense aux arbres quand ils tombent, l'attente anxieuse, la tronçonneuse qui cisaille le flanc, la sciure qui gicle et éclaircit le sol, le cri d'avertissement juste avant le début du basculement, les craquements de plus en plus profonds, la lenteur de la chute, comme si l'arbre hésitait, résistait puis capitulait, le bruit de la masse qui rencontre le sol, les branches qui se cassent, le souffle, puis le silence. Alors, pouvez-vous, Fanny Wobman, expliquer cela, cet extrait, au regard du titre « Les arbres quand ils tombent » ? Alors évidemment, le lien qu'on fait en premier, c'est celui avec le métier de mon père, qui a été bûcheron pendant très longtemps et ensuite garde forestier, et qui donc enseignait les métiers de la forêt pendant ses années de coopération. Au Rwanda, il dirigeait une scierie aussi. Donc, j'ai grandi avec ce lien avec les arbres et avec des arbres qui tombent, puisque j'en ai vu beaucoup tomber, puisque j'accompagnais mon père parfois dans son travail. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours marquée. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un arbre tomber, mais c'est vraiment, je trouve, très, très impressionnant. Donc ça, c'est le premier lien. Ensuite, comme vous l'avez mentionné, les arbres dans mon récit, c'est un peu le fil rouge. C'est ce qui me permet en fait de faire des allers-retours entre le passé et entre plusieurs couches du passé, plusieurs moments de mon enfance et le présent, puisque dans le passé, il y a ces arbres dans des pays visités, et puis dans le présent, il y a les arbres de ma région natale auxquels je suis attachée. Et il y a aussi le fait que, j'en parle au tout début du récit, j'ai hérité d'une forêt, puisque mon père a toujours eu le rêve d'acheter une forêt. Et il l'a fait il y a quelques années, et il l'a légué à mes sœurs et à moi quand je me mettais justement à écrire ce texte. Et c'était un geste qui m'a touchée, mais qui en même temps m'a laissée un peu perplexe, parce que c'est très étrange pour moi de posséder une forêt, de posséder des arbres comme de posséder quoi que ce soit, en fait. Et c'est un peu ce geste-là de transmission qui a lancé l'envie d'écrire ce récit. Puis après, pour moi, les arbres, quand ils tombent, c'est aussi justement ce lien à une force qui meurt, en fait. C'est pour moi un lien à la mort, qui fait référence à tout ce que mon récit peut contenir, ou là où en fait il rejoint les histoires tragiques des pays dans lesquels j'ai vécu. Au Rwanda, par exemple, le lien est assez évident, puisque j'imagine que vous avez tous et toutes des images qu'on voyait à la télévision du génocide, où on voyait des gens dans la forêt avec des machettes. Enfin, on sait qu'il y a eu beaucoup de massacres qui ont eu lieu dans la forêt. Et donc, c'est des images, en fait, qui sont liées aussi à cette réalité-là. Madagascar, c'est un pays extrêmement pauvre et où il y a une façon de prendre soin des forêts qui est assez catastrophique, puisqu'il y a la culture du brûlis. Donc, on brûle les forêts pour y faire pousser d'autres choses, mais ça crée des énormes catastrophes écologiques. Et les gens qui auraient tant besoin de ces ressources naturelles, si elles étaient un peu mieux gérées, ne peuvent pas en profiter. Donc, c'est aussi le lien à ces parties plus tragiques des histoires de ces pays-là.
Alors, dans le premier ouvrage, le premier roman que vous écrivez, qu'on évoquera rapidement tout à l'heure, La poussière qu'il soulève, il y a une phrase qui me permet la transition avec ce que vous venez de dire et puis de l'ouvrage dont on va parler. C'est vrai que la mort est une farceuse qu'elle choisit sans raison et ne donne aucune explication. C'est donc un propos qui est tiré de La poussière qu'il soulève et qui me permet d'évoquer le roman que vous avez publié en 2017, qui est un très beau roman, mais très, très poignant, je dirais, publié aux éditions Flammarion, qui s'intitule « Nues dans un verre d'eau ». En fait, c'est l'histoire de deux femmes, l'une qui s'éteint doucement dans une chambre à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds, tandis que l'autre, enceinte mais seule à le savoir, chemine à ses côtés et l'accompagne autant que possible dans ce dernier voyage. En fait, c'est l'histoire d'une jeune femme et de sa grand-mère. Oui, c'est aussi un peu votre histoire. Oui et non. J'ai pas vécu ce que la narratrice vit, c'est-à-dire de voir, de veiller sa grand-maman à l'hôpital sur une longue période et de la voir décliner peu à peu. J'ai pas vécu ça, en tout cas pas avant l'écriture de ce livre. C'est assez drôle parce que, enfin drôle, non, mais étonnant parce que la grand-mère qui me reste maintenant est entrée dans un home il y a quelques mois. Et donc, c'est maintenant, en fait, que je vis un petit peu ce qu'a vécu ma narratrice. Et c'est assez étonnant d'avoir un peu ces échos. Je repense souvent à ce texte-là en ce moment. Donc, c'est pas mon histoire. La narratrice, c'est pas moi. Mais évidemment qu'il y a toujours beaucoup de soi dans ce qu'on écrit. Et le personnage de cette grand-mère, il est inspiré par mes deux grand-mères. C'est une sorte de mélange. Et la narratrice a des questionnements qui sont les miens. En tout cas, elle est habitée par des choses qui me ressemblent. Donc, c'est une fiction, c'est sûr, mais qui a été, qui a habité de plein de choses qui m'appartiennent. Et c'est une fiction qui met au centre de la question quand même le problème du suicide assisté. Oui, en tout cas, parce qu'on ne sait pas en fait exactement comment cette grand-mère meurt, si elle meurt finalement de mort naturelle ou si on l'aide. Mais en tous les cas, je voulais vraiment questionner la place qu'occupent maintenant les personnes âgées dans notre société, puisque on est une société où il y a de plus en plus de personnes âgées, les gens vivent de plus en plus longtemps, et c'est comme si on voulait faire comme si elles n'existaient pas. Il n'y a pas de bonne manière, je trouve, qui existe dans notre société occidentale de les accompagner. Les lieux pour les accueillir, si on peut les accueillir, ce sont des lieux qui pour moi, sont affreux. C'est peut-être un peu exagéré, mais quand même, je trouve que vraiment, il y a une sorte de volonté de mettre... comme si on voulait mettre sous le tapis le fait qu'il y a toutes ces personnes qui ont besoin d'aide et de soins et qu'on pourrait accompagner d'une manière mais tellement meilleure que celle qu'on a mise en place. Et puis, c'est ça dont je voulais parler, que je voulais questionner. Et puis, il y a justement cette question du corps qui est très, très présente dans le livre, puisqu'on a à la fois la narratrice qui découvre qu'elle est enceinte, donc elle est dans cette phase de vie où il y a un être qui grandit en elle, et ça pose évidemment beaucoup de questions sur le rapport à son corps qui change, etc. Et puis cette grand-maman qui elle, est à la fin de sa vie et qui voit son corps se dégrader peu à peu. Et ça aussi, je trouve qu'en fait, les corps sont racontés et montrés d'une manière tellement aseptisée dans notre société. On a toujours les mêmes images
de corps qui sont lisses et parfaits. Et je voulais raconter le corps autrement et le raconter tel que moi je l'observe et tel qu'il existe, en fait, tel qu'il est. Un homme avance vers la fin des choses comme on avance avec un jardin d'arbres vers la beauté d'une fleur oubliée par la neige près de l'éternité. La fille jeune est là dans la flambée de l'eau comme une rose. L'homme s'arrête et la regarde et ses yeux pleurent, soleil étranglé par la pluie et son amour, et de ses mains tombe le fruit des choses. C'est un poème de Salas Tétier, poète né à Beyrouth, d'un poème qui s'intitule Statue de feu et qui, je trouve, traduit très très bien le rapport que vous mettez entre cette jeune fille et sa grand-mère. Si je vous demandais ce qui vous émeut dans le grand âge, vous diriez? Il y a différentes choses parce qu'on peut être ému. Il y a les choses qui m'émeuvent dans le sens les choses qui me rendent triste. Et je crois que la plus importante, c'est la solitude, même l'isolement. Justement, la manière dont notre société est construite fait que souvent, les personnes âgées à la fin de sa vie sont seules, même si elles ont une famille qui vient les voir régulièrement. En tout cas, moi, dans ce que j'observe autour de moi, ce que je vois de ma grand-maman, justement, en ce moment, dans son home, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de solitude. Mais ça, c'est ce qui me rend triste, ce qui m'émeut dans le sens de ce que je trouve hyper, je sais pas, touchant et beau. C'est cette espèce de tranquillité, je sais pas, acquise avec le temps, une sorte de... ça paraît un peu bateau, mais de sagesse. Je trouve qu'on sent ça très fort et que... En fait, même moi, je l'expérimente, même si j'ai pas encore 80 ans, mais je trouve que plus je vieillis et mieux je me connais et plus je peux être dans cette vie et dans ce monde d'une manière attentive et consciente des choses et du moment présent, je crois. Alors, on va aborder le troisième ouvrage. 2013, vous publiez « La poussière qu'il soulève ». Récit qui emboîte le pas de 5 personnages qui décident de quitter leur zone de confort pour se fuir et mieux se retrouver. Fred est géologue français, Valentin est architecte suisse, Mathieu et Lisa, couple helvético-britannique, se retrouvent par hasard à Katmandou, qui, écrivez-vous, n'est pas une ville où l'on s'arrête, c'est une ville où l'on respire, où l'on parle, où l'on crie, où l'on mange, où l'on prie. Mais pour s'y arrêter, il faut être puissant, bien solide sur ses pieds et déterminé, sinon on se fait écraser. Il y a aussi Surya, népalaise, qui peine à accepter la vie que sa famille lui a choisie aux côtés de Rabish et qui décide, elle, de fuir son foyer. Alors d'où vous est venue l'idée? Quelle était l'ambition de ce projet? Et en fait, pourquoi le titre « La poussière qu'il soulève » Ça, vous nous racontez un peu le roman. C'est très bizarre pour moi de parler de ce livre parce que je l'ai écrit il y a longtemps et pour plein de raisons, j'ai un petit peu du mal à l'assumer maintenant. Pas de chance. Mais c'est intéressant et en fait je crois que je pense que c'est pas pour des bonnes raisons vraiment que j'arrive plus à l'assumer, mais je crois que ça arrive assez souvent en fait aux écrivains. C'est comme je disais, c'est cette histoire de chemin et de parcours d'écriture en fait, et celui-là je l'ai semé il y a longtemps et voilà, et je suis bien ailleurs maintenant. Mais c'est intéressant parce que typiquement, le fait que j'ai ce personnage de Surya, qui est une femme népalaise,
Alors, attendez, je recommence depuis le début. L'idée, elle m'est venue parce que j'ai vécu un moment au Népal. J'ai suivi mon compagnon qui était médecin et qui est parti faire un stage là-bas à l'hôpital public de Katmandou. Et en fait, on a pu vivre pendant 1 mois dans une famille népalaise, une famille très traditionnelle, dont le fils, parce qu'il y avait les parents qui vivaient là avec leur fils qui était médecin, et la femme de ce médecin qui avait à peu près notre âge, je dirais, qui était médecin elle aussi. Et c'est cette femme, en fait, qui m'a inspiré le personnage de Surya. Donc, l'idée de ce livre m'est clairement venue de mon séjour là-bas. Et c'est un livre qui questionne la notion de liberté et de ce qu'on fait, ce qu'on met en place pour la trouver, puisque tous ces personnages, en fait, partent de chez eux, la plupart. Par exemple, pour aller travailler dans l'humanitaire au Népal, et sont en fait en quête de quelque chose qu'ils ne vont jamais vraiment trouver. Et c'est intéressant parce que je questionnais déjà justement le travail humanitaire et cette quête de liberté que je pense que je partageais, je partage toujours avec mes personnages, et ce besoin de fuite en fait, ou d'aller chercher ailleurs ce qu'on n'arrive pas à trouver là où on est ou là d'où on vient. Mais là où je crois que j'ai eu du mal à assumer ce texte, la raison principale, c'est justement ce personnage de Surya. Évidemment, je l'ai écrit avec beaucoup de respect. Je me suis inspirée de cette femme que j'ai rencontrée et qui s'est confiée à moi d'une certaine manière, qui m'a raconté justement qu'elle avait fait des études en Europe et qu'elle qu'elle avait du mal à se sentir bien dans sa condition de femme népalaise, où la tradition et la société encore très attachée à ces traditions la poussait à s'occuper de son mari, à faire des enfants très vite. Enfin, il y avait des aspects comme ça encore très traditionnels justement, et ça lui pesait. Et donc je me suis inspirée de ça pour raconter pour créer ce personnage de Surya qui, en fait, dans mon livre, finit par s'enfuir de chez elle. Et au fond, en fait, je crois que ce qui me dérange maintenant, c'est que je me suis mise à la place de cette femme népalaise en lui donnant en lui faisant porter des questionnements qui sont des questionnements occidentaux et qui sont des questionnements d'une femme, d'une jeune femme, de la jeune femme suisse que j'étais. Et je pense pas complètement, pas de manière juste, pas de manière appropriée peut-être, de celle de cette femme népalaise en fait. Et ça pose la question qui est une question très présente actuellement quand on écrit, mais quand on fait n'importe quelle forme d'art. C'est la question de là d'où on parle, de la position d'où on parle et du coup de quoi on peut parler et dans la position de qui on peut se mettre. Je trouve que c'est une question extrêmement compliquée et je n'ai pas la réponse j'ai pas de réponse très arrêtée, mais je pense que c'est vraiment, vraiment important d'être très consciente de justement sa position. Et la mienne, c'est la position d'une femme blanche très privilégiée à qui on donne la parole beaucoup plus facilement qu'à une femme népalaise, par exemple. Et du coup, c'est, à mon sens, assez inapproprié ou en tout cas, c'est pas le bon moment maintenant pour faire ça, de se mettre à penser à la place d'une femme népalaise. Alors,
Effectivement, parce que presque en écho à Souria, l'héroïne de Rock'n'Roll Star, texte qui est paru dans le recueil Tu es la sœur que je choisis, édité en 2019 à l'occasion de la grève des femmes du 14 juin. Vous écrivez, pour comprendre le début, il y a toi, il y a lui, il y a votre enfant, puis lui. Il y a les attentes et les envies, il y a les autres, il y a toi, la fatigue intense, les mots indisponibles, les pressions, il y a ton corps, il y a toi, mais tu te noies. En 1945, déjà, Alice Riva dénonce le silence auquel la femme est réduite. Et dans La paix des ruches, elle écrit « Méfiez-vous donc de la femme qui se tait, le jour où elle prendra la parole, le monde en sera changé. » Alors, Fanny Waldman, si je vous dis féminisme, c'est là un sujet faussement actuel. Quelle est votre définition et quelles en sont les limites? C'est pas un sujet faussement actuel, non, je crois pas. Je crois qu'il est encore et toujours d'actualité, malheureusement peut-être. Non, moi je me revendique très volontiers féministe et je pense que c'est encore nécessaire de le faire. Après, bien sûr qu'il y a beaucoup de féminismes différents et voilà, on ne va pas entrer dans les détails maintenant, mais je pense qu'il y a des choses qui changent, mais malheureusement trop lentement. Et je l'ai expérimenté moi-même dans ma vie, en fait. Tout est plus compliqué pour une femme que pour un homme encore maintenant. Que ce soit dans des questions d'ordre personnel, justement, au niveau de la famille. Moi, quand j'ai fait un enfant, j'étais persuadée que j'allais pouvoir tout faire en même temps et que ce serait... justement, que j'allais pas juste être une mère, pas comme ma maman, mais que j'allais pouvoir continuer à développer ma carrière... et qu'en même temps, j'allais continuer à prendre soin de mon couple, et puis que j'allais continuer à faire du sport, et puis continuer à faire ci, à faire ça. Puis en fait, je me suis vraiment tout pris en plein dans la face, parce que la société, elle n'est pas encore construite pour que les femmes puissent faire tout ça. Et au contraire, en fait, on est dans une espèce d'hypocrisie totale, où les injonctions sont presque encore plus fortes maintenant qu'elle l'était à l'époque de ma mère. Parce qu'au moins, ma maman, on lui foutait la paix si elle avait envie de juste être une maman et de ne pas faire... et de ne pas travailler ou de mettre sa carrière sur pause. Alors que maintenant, justement, on doit tout faire en même temps et qu'en fait, c'est pas possible parce qu'il n'y a rien qui est construit et qui est mis en place pour nous aider. Mais il est là le problème, c'est le regard de la société. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est sûr. C'est le regard de la société et les contraintes très concrètes. Par exemple, je ne sais pas moi, le fait qu'il n'y ait toujours pas de congé paternité. Un congé maternité beaucoup trop court, un congé paternité quasi inexistant. Qui fait qu'au final, c'est quand même toujours les femmes qui se retrouvent à devoir jongler avec tout. Et puis après, ça, c'est les choses très concrètes. Mais par exemple, moi, ce que j'ai expérimenté très fortement quand j'ai eu un enfant et que j'ai observé avec mon regard un peu de sociologue en même temps que je le vivais, c'était la culpabilité, en fait, qu'on ressent en tant que femme quand on laisse son enfant pour aller travailler. Moi, je sais que j'ai eu une longue période quand mon fils était encore petit, où j'ai travaillé sur une pièce de théâtre à Genève alors qu'on habitait à Neuchâtel. Et donc, je partais toute la semaine et je me sentais extrêmement coupable. Et j'avais fait un sondage auprès de mes collègues, parce que c'était le cas de tout le monde. Il y avait des hommes et des femmes qui avaient des enfants et qui partaient toute la semaine. Et j'avais demandé aux femmes comment elles se sentaient par rapport au fait de laisser leurs enfants. Elles m'avaient toutes dit se sentir coupables, alors que les hommes m'avaient dit nos enfants nous manquent, mais on ne se sent pas coupable. Et vraiment, c'était très, très, très clair. Et ça, c'est des choses qu'on porte encore
en tant que femme. Et ce que j'ai lu avant aussi de Kawthara Archi, cette façon de peu à peu, oui, on peut prendre la parole, mais on le fait encore d'une manière presque en s'excusant. Alors évidemment, pas toutes les femmes, heureusement, il y en a maintenant qui le font de manière bien musclée, et tant mieux. Mais c'est encore extrêmement difficile de être artiste et maman, par exemple, mais c'est une galère totale. Et on est loin d'avoir résolu ça. Alors, on arrive au terme. Alors, pour les dernières questions, je vous propose des questions simples pour des réponses du tac au tac. Ok. Alors, quel a été le moment le plus heureux de votre vie? Oh là là. Vous avez des jokers, hein, c'est bien. Je crois quand même que c'est lié à mon fils, mais je dirais pas le jour où il est né, je dirais les moments où j'ai vraiment commencé à le connaître vraiment. Le péché capital auquel vous ne savez pas résister. La luxure. S'il ne vous restait qu'une journée à vivre, comment la passeriez-vous? Avec les gens que j'aime, dans la nature, soit dans la forêt, soit au bord du lac. Les deux. Comme ça, je pourrais me baigner aussi. Et ouais, voilà. Une convention sociale qui vous agace? Ah, il y en a tellement. En fait, je suis agacée par les conventions sociales de manière générale, je crois. C'est marrant, depuis que je suis toute petite, j'ai eu envie de ne pas faire... Par exemple, j'adorais ma grand-maman qui n'attendait pas que tout le monde soit servi pour commencer à manger. Je trouvais ça super, en fait, parce que je trouvais que devoir attendre que son assiette soit froide, ça me paraissait mais complètement absurde. Et ma grand-maman n'attendait pas et j'aimais beaucoup ça. Le rêve que vous n'avez pas encore réalisé? Oh là là, c'est dur. Mais en fait, je crois que j'ai envie de dire que ce que j'aimerais vraiment réaliser, c'est justement de pouvoir être sereine avec ce que j'ai et de ne pas avoir envie d'autre chose. Et à qui aimeriez-vous dire pardon? À mon fils, parce que forcément, en tant que parent, on fait des erreurs et on n'est pas parfait. Et je pense qu'il y a toujours des raisons de demander pardon. Alors juste pour vous, je vous offre une dernière citation, vous me direz juste ce que vous en pensez, mais elle est pour vous celle-là. Il y a dans notre histoire un arbre qui sans cesse me chantonne. Si tu ne peux vaincre la vie, incline-toi du moins devant elle. Je trouve que ça vous ressemble. Oui, c'est très beau. Oui. Je vais essayer de m'en souvenir. C'est qui, vous avez dit? Alors, c'est Farj Bayraktar. C'est un journaliste et poète qui a été enfermé dans une... Oh, waouh! Et il écrivait sur des papiers de cigarettes. Enfin, c'est très, très beau. Magnifique. Est-ce que quelqu'un dans le public a une question? Alors, je vais faire comme à l'accoutumée, je clôt et après... Allez-y. À l'issue de cette rencontre, j'aimerais, Fanny Wobman, et du fond du cœur, vous remercier chaleureusement au nom de tous pour ce moment de partage. C'est Louis Jouvet qui disait « Condamnés à expliquer le mystère de leur vie, les hommes ont inventé le théâtre, qui pour un instant semble nous promettre le secret du monde. Il abolit le temps et l'espace. Il peut enfermer l'éternité dans une heure ou étendre une heure jusqu'à l'éternité. » Un jour, Fanny Wobman, vous avez choisi, vous aussi, de mettre au monde, c'est-à-dire en scène, le destin de personnages qui parlent aussi de l'homme et un peu de nous. Vous avez accepté de venir parler d'eux
et de votre engagement qu'est l'écriture. Ainsi, habité par une certitude au moins, confiez-vous dans votre ouvrage « Les arbres quand ils tombent ». Ce que je voudrais découvrir aussi, c'est d'où vient ce sentiment d'appartenance que je ressens au contact de l'acte d'écriture ou à celui de l'obscurité d'un théâtre, de mes pieds sur le tapis de danse, comme lorsque je marche dans les pâturages boisés de ma région natale ou pense au Ravellana. Et ça m'a fait un peu penser à cette page extraite du roman de Clémence Boulouq, Un instant de grâce, qui raconte avec une austère douceur le destin d'Audrey Hepburn. Je vous l'offre en clin d'œil. Par ses absences, au lieu d'avoir cantonné ses élans vers quelques êtres, son père l'avait poussée à chercher plus loin. Elle avait appris à occuper le vide et à s'y tenir droite. La danse lui avait martelé d'aller au-delà de la souffrance. Petite fille, elle lui avait écrit des lettres chaque soir. Petit à petit, ces lettres avaient cessé d'être écrites pour leur destinataire. Elles étaient comme un poème. Il lui avait offert ce vide. Ne pas recevoir l'équivalent de ce qu'on donne, ne pas s'y attendre, désirer sans souhait. Fanny Wobman, merci. Merci beaucoup.